Hello et bienvenue sur la chaîne de Demoiselles du Livre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être mon bilan du mois de mars 2024 avec donc comme pour février le book haul, plus conséquent que celui de février, oups, et le bilan lecture. J'espère que la luminosité vous sera pas trop gênante. En fait je tourne cette vidéo, j'ai voulu essayer de tourner à un moment où la luminosité était correcte et en fait il y en a pratiquement pas eu de la semaine, en tout cas au moment où je pouvais tourner. Du coup la luminosité est un peu aléatoire, c'est pas terrible et je suis désolée, j'espère que voilà ça viendra pas trop gâcher la qualité de la vidéo. C'est pas foufou mais c'est pas grave, on va faire avec et on va essayer quand même de passer un bon moment. On va commencer avec la partie book haul. Et il s'est passé des choses. Il y a eu beaucoup de bonnes sorties en ce mois de mars et d'ailleurs je ne les ai pas toutes achetées. Il y a des livres encore que je vois quand je vais en librairie que je n'ai pas encore pris alors qu'ils me font de l'œil, mais de l'œil. Porcelaine sous les ruines si tu m'entends. Mais j'ai fait quelques achats quand même. Je vais pas vous les présenter dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai achetés. Je vais juste les prendre comme ils viennent. Donc le premier que je vais vous présenter, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo précédente si vous l'avez regardé. Il s'agit des Carnets de l'apothicaire, le tome 1 du manga publié aux éditions Kyun et écrit par Itsuki Nanao et Keiko Courage. Non, Neko Courage, pardon. Je l'ai acheté, je l'ai lu, je vais pas en reparler à fond, là je vais pas vous donner mon avis dessus, mais il y a une vidéo entière consacrée au graphique que j'ai lu ce mois-ci, donc je vous invite à aller la regarder. Dans cette histoire, on va suivre Mao Mao qui a été formée depuis son plus jeune âge pour devenir apothicaire au sein du quartier des plaisirs où vivait sa mère, et en fait elle s'est retrouvée enlevée à 17 ans et vendue comme servante au sein de la cour du palais impérial, enfin de la cour des femmes du palais impérial. Et en fait là-bas il va se mettre à y avoir plein de décès de bébés notamment qui sont les héritiers de l'empereur, puisqu'en fait l'empereur a un harem avec plein donc de femmes qui portent son enfant. Tous les nourrissons vont décéder les uns après les autres. Mao Mao, elle va commencer à se questionner parce que elle voulait devenir apothicaire, elle a une passion pour les poisons et leurs remèdes toute sa vie. Et quand ce mystère va avoir lieu, elle va se dire c'est un peu bizarre, elle va chercher une raison côté empoisonnement, elle va trouver la raison et la solution, et quand elle trouve la solution, elle la fait passer à la mère des nourrissons qui restent, enfin aux mères des nourrissons qui restent, et en écrivant un message, elle va se faire attraper comme ça et elle va devenir l'apothicaire, enfin la goûteuse personnelle de la favorite de l'empereur. Une position assez dangereuse étant donné que la favorite de l'empereur est aussi la seule femme qui a encore un héritier de l'empereur en vie. Bon, elle va se retrouver dans une position un peu délicate au cœur des secrets et des mystères de la cour. Franchement, j'ai bien aimé ce premier tome, même s'il est assez introductif, je lirai la suite. Ensuite, j'ai acheté, et c'est ma lecture en cours, Un printemps pour te succomber de Morgane Moncon, publié aux éditions Hugo Roman. Donc c'est le tome 3 de la saga des saisons et j'avoue qu'il me plaît beaucoup. J'avais préféré le tome 1 au tome 2, je pense que celui-ci va détrôner le tome 1. Dans ce tome on suit Nolia, Nolia qui est une fleuriste à Amsterdam et qui s'est retrouvée fauchée. Elle est issue d'une riche famille mais elle a rompu contact 2 ans auparavant en fait à la naissance de sa fille. Elle se retrouve fauchée, elle n'a plus les moyens de subvenir à leurs besoins et elle veut pas que sa fille se retrouve dans le gros besoin. Donc elle va aller demander à sa famille de lui prêter de l'argent pour qu'elle puisse s'en sortir. Sauf que le prix à payer pour recevoir cette aide, c'est de se marier. Sauf que Nolia, c'était pas du tout son intention pour essayer d'éviter ça et de se retrouver mariée à un inconnu, puisqu'en fait ses parents veulent un mariage arrangé. Elle va se tourner vers un inconnu qui s'appelle Camille Lévesque. J'ai vu un éclair. Je crois qu'il va faire orage. Excusez-moi, je suis très distractible. Elle va du coup se tourner vers un inconnu, Camille Lévesque, qui est le fondateur en fait d'une application d'escorting, mais qui est aussi riche comme Crésus, et du coup il va devenir son faux fiancé. Il est milliardaire en fait, hein, Camille, et il occupe régulièrement lui la une de la presse à scandale. Donc pour redorer un peu son blason, lui ça l'arrange bien cette histoire de faux mariage avec Nolia, et en fait ils se promettent une chose, de ne jamais tomber amoureux l'un de l'autre. On sait tous comment ça va finir. Les éclairs c'est bon hein, on a dit qu'on n'avait pas assez de spots mais il faudrait être en continu pour marcher, please. Ils n'ont pas compris le concept. On continue dans les suites de saga que j'ai acheté et je me suis procuré le tome 2 de 6 couronnes écarlates, donc là c'est La promesse du dragon,
publié aux éditions Rajo et écrit par Elisabeth Lim. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et d'ailleurs j'avais fait une vidéo dédiée au tome 1 sur ma chaîne. Donc je pouvais pas passer à côté du tome 2. Regardez-moi ses couleurs. Il est magnifique. Il est tout aussi beau que le tome 1 qui était vraiment très beau aussi. La couleur du jaspage, cette espèce de vert là, pépite. Et à l'intérieur, il est comme ceci. Donc c'est très différent en fait, hein, tout noir avec juste le brillant. Alors je ne vais pas vous résumer le tome 2, mais je vais vous résumer le tome 1. Dans 6 couronnes écarlates, on suit Shiori qui est la princesse de Kyata, c'est la plus jeune des enfants de l'empereur. Et en fait Shiori, elle porte un secret dangereux, elle fait de la magie. Le truc c'est que la magie à Kyata c'est banni et que si ça venait à se savoir, elle devrait se faire exécuter. Un jour elle va découvrir que sa belle-mère, la reine sans nom, est aussi dotée de pouvoirs magiques. Et sauf que sa belle-mère va se rendre compte que Shiori a percé son secret à jour et elle va tout faire pour empêcher Shiori de parler, c'est-à-dire qu'elle va lui lancer une malédiction à elle et à ses frères. Shiori ne pourra plus prononcer un mot sans quoi cela ferait mourir l'un de ses frères. Elle aura également vissé sur la tête un espèce de bol retourné qui fait qu'on ne pourra pas la reconnaître, on ne pourra pas savoir que c'est elle. Et également ses 6 frères vont être transformés en grues et condamnés à errer en tant que grues tant que la malédiction ne sera pas rompue. Je crois que le soir, je crois que la nuit ils redeviennent humains et que le jour ils sont grues. J'avais beaucoup aimé cette histoire mais du coup voilà, il y a une vidéo dédiée sur ma chaîne, je vais pas en parler plus dans cette vidéo, je vous laisse aller la regarder, je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. À nouveau j'ai acheté une suite de séries, vous voyez il n'y a que des suites de séries, j'étais obligée de les acheter en fait. Bon il n'y a pas que des suites de séries, pas la majorité de mes achats et j'étais obligée quand même. Et celui que je vais vous présenter, j'étais vraiment obligée, vous allez savoir pourquoi. Il s'agit de L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen, publié aux éditions Brajlon, aka le tome 3 de la saga du Pont des Tempêtes. Connaissez-vous le Pont des Tempêtes? Déjà, l'objet livre, le jaspage, il se prolonge pas sur les côtés. C'est le petit bémol que j'aurais à apporter à ces livres, c'est que leur jaspage ne se prolonge pas sur les côtés. Mais bon, très très beau, ça brille de mille feux, on adore. Et l'intérieur reprend les codes des autres livres, donc c'est marbré avec un dessin brillant, voilà, magnifique. Et à l'intérieur, on a l'illustration, trop belle. On est sur le tome 3 de la saga du Pont des Tempêtes, mais en réalité, les principaux protagonistes de ce livre-là ne sont pas les mêmes que dans le tome 1 et 2, on va plus suivre Lara et Aren, mais on va suivre Zara, je sais plus son nom, Kémis, je crois que c'est Kémis, comment tu t'appelles? Kéris. Donc on va suivre Zara et Kéris, le frère de Lara en fait. Donc pour le coup je peux vous lire le résumé puisque ça ne vous spoilera pas du Pont des Tempêtes et ça on adore. Soldate dans l'âme et héritière d'un empire, Zara a fondé sa vie sur 2 certitudes. La première est que la famille Valiant a assassiné sa mère. La seconde, que sa quête de vengeance mettra chacun d'eux dans la tombe. La guerre sans fin entre Maridrina et Valkota fait rage depuis des générations, tuant par milliers parmi le peuple de Zara. Alors, quand elle reçoit le commandement de la cité convoitée de Nerastis, elle est prête à tout pour détruire les forces maridriniennes qui s'opposent à elle, et pour tuer le prince Valiant qui les dirige. Cependant, une rencontre de hasard avec un maridrinien anonyme et étrangement attirant amène Zara à se demander si les violences qu'elle a commises au nom de la justice n'étaient pas plutôt des crimes. Et chaque nuit, quand elle rejoint cet homme, elle trouve dans ses bras une passion ardente ainsi qu'un terrain d'entente. Mais lorsque les identités sont révélées au grand jour, Zara doit décider si elle donnera une chance à la paix ou si elle répondra à l'appel des tambours de guerre. Du coup j'ai lu le premier chapitre pendant que je faisais la queue à la caisse pour le payer. J'ai trop impatiente, j'ai trop hâte, j'adore Daniel L. Jensen, j'adore le Pont des Tempêtes, ce livre va être trop bien. Pardon, je m'emballe. Et j'ai l'impression que les événements de ce livre sont en réalité concomitants à ceux du Pont des Tempêtes. Je pensais que ça se passerait après, dans ma petite tête c'était ça, puisque c'est un tome 3 pour moi, mais en réalité ça va se passer à peu près en même temps, du coup d'autres points de vue pendant les événements du Pont des Tempêtes avec d'autres enjeux politiques, d'autres personnages. J'ai trop hâte de lire, je pense que ça va être une pépite. Ensuite c'est fini les suites de saga, donc je n'ai plus cette excuse pour vous dire que j'ai acheté des livres, mais c'est pas grave, pour celui-ci j'ai une autre excuse. J'ai acheté enfin le tome 1 des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié aux éditions de l'École des loisirs. Je le vois passer absolument partout. Ça a l'air tout doux, c'est écrit très gros, c'est un livre jeunesse. Hein. J'ai l'impression que ça plaît beaucoup aux gens et donc je me suis dit que j'allais le lire, une petite lecture douce comme ça, et qu'ensuite je pourrais le mettre à mon cabinet. En fait c'est pour le cabinet que je l'ai acheté, pour d'abord moi le lire et voir si c'est bien et ensuite le proposer à mes petits patients. Je suis sûre que ça leur plaira. Je leur mets pas sur le dos l'achat du livre, pas du tout, c'est pas mon genre. J'ai très envie de le découvrir et je vais vous lire
le résumé. Dans la forêt de Belle Écorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires, afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire, déposé chez le libraire il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ces traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Ça a l'air tellement joli. Donc ouais, je me le suis procuré, j'ai assez hâte de le lire lui aussi. Ensuite, ça c'est un achat totalement compulsif et fait suite au visionnage de la vidéo, d'une vidéo point lecture d'Emma de la chaîne La Bouquinade, qui en parlait très bien. On a une petite truc comme ça qui va... Vous avez l'habitude. Il s'agit de Damsel de Evelyn Sky, publié dans la collection Stardust de chez Hugo. Vous l'avez pas vu passer partout je pense, enfin peut-être pas, mais soit vous avez potentiellement vu passer le livre, soit vous avez potentiellement vu passer l'adaptation Netflix, donc La Demoiselle et le Dragon, je crois que ça s'appelle comme ça sur Netflix, oui c'est ça, c'est marqué en dessous. Ça a l'air trop bien, j'avais pas forcément prévu de l'acheter, mais j'avoue que Emma, si tu passes par là, la façon dont tu me l'as décrit, tu me l'as vendu d'une force. J'ai trop envie de le lire. C'est une fantasy, c'est un one-shot de fantasy. Rare, très rare. Et a priori c'est un one shot de fantasy dans lequel il n'y a en plus pas de romance. On ne va pas entre guillemets s'encombrer avec ça. Surtout si c'est un one shot, s'il fallait développer et une aventure, une quête, etc. et une romance, one shot ça aurait pas fait beaucoup. Donc là on ne s'encombre pas avec une romance. Dans ce livre on va suivre Elodie. Elodie qui est je crois la fille d'un duc et qui est l'héritière du coup du duché, donc de son père. Et je crois qu'il n'y a plus trop d'argent dans le duché, enfin voilà, il va falloir trouver des solutions pour que les gens puissent survivre. Et la solution se fait toute trouvée. Il y a le représentant d'un royaume voisin qui vient et qui offre à la famille d'Elodie suffisamment d'argent pour sauver du coup le duché d'Elodie en échange du coup de la main d'Elodie pour leur fils, pour un mariage arrangé. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de romance et moi on m'a dit qu'il n'y avait pas de romance. Je pense que c'est juste pour la trope de base, hein, pour la faire aller dans le truc là-bas. Et donc du coup Elodie elle est investie du devoir de protéger son duché et de subvenir à ses besoins, donc elle accepte tout de suite sans sourciller, sans émettre le moindre doute. Elle va se retrouver parachutée dans le royaume d'Auréa et voilà, elle va être rapidement séduite par les lieux, c'est très beau. Voilà, ça a l'air très bien. Son fiancé hyper sympa et tout. Ouais non, elle va être bien là-bas, tout ça. Elle va pas se douter qu'il y a un loup. Parce qu'il y en a un. C'est comme c'est marqué derrière là, ça en est presque trop beau pour être vrai. Et en fait, la réalité va un petit peu se fissurer. Elodie, elle va comprendre rapidement le secret qui se cache derrière ce royaume maudit et la raison pour laquelle, pour le prince en fait, on a choisi comme épouse, pas une princesse ou quelqu'un issu de la royauté, etc. mais entre guillemets une simple fille de duc. Elle va comprendre pourquoi à ses dépens. Et voilà, on va se retrouver dans une quête où je crois qu'il va falloir qu'elle s'échappe. J'ai vu que y avait pas mal d'avis négatifs sur l'adaptation de Netflix qui a été faite avec Millie Bobby Brown, donc l'actrice de Stranger Things. Mais par contre j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur le livre, donc j'ai choisi de me tourner vers le livre plutôt que vers le film. J'ai assez hâte de le lire lui aussi. J'ai beaucoup de livres que j'ai assez hâte de lire, je vais pas pouvoir les lire de façon assez hâtive en même temps. Vous avez compris, moi je me suis pas compris, c'est pas grave. Et le dernier livre de ce book haul, c'est Pour l'amour des dieux de Sarah Underwood, publié aux éditions Casterman. Déjà peut-on parler de la beauté de ce livre. On voit la couverture, on sait de quoi on va parler. On va parler bien évidemment de l'ère industrielle. On va parler du coup de mythologie. Et moi j'aime beaucoup les livres qui parlent de mythologie, donc j'avoue qu'il m'a assez séduite. J'allais pas l'acheter tout de suite, mais j'étais à la librairie avec une amie qui m'a dit waouh, elle le connaissait pas du tout. Elle l'a peut-être dans le rayon, elle fait waouh, il est trop beau, ça a l'air bien, tu connais. Je dis je connais de nom, on m'en a parlé. Oh waouh, mais il est trop beau et tout. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que j'ai fini par craquer parce que de toute façon je savais que je le voudrais. Et je suis faible. Ce que vous voulez, à un moment donné, il faut se rendre à la compte de l'évidence, hein, je suis faible face au livre. Je vais vous lire le résumé puisque je ne le connais pas par cœur. Depuis des siècles, 12 jeunes filles d'Ithaque sont sacrifiées à Poséidon chaque printemps. Ah bah c'est la saison pour le lire en plus, très bien.
En même temps il vient de sortir, il est sorti au printemps, je sais pas si c'était voulu, bref on s'en fout. Tel est le funeste sort de ce royaume maudit qui se préserve ainsi de la colère divine. Alors quand Leto est désignée, nul échappatoire, elle est exécutée. Pourtant la mort n'est pas sa destinée. Elle se réveille bien vivante sur une île oubliée de tout. Devant elle se tient Mélanto, la troublante immortelle aux yeux verts qui a le don de commander à la mer. Elle l'accueille et lui révèle la seule manière de briser la malédiction. Leto doit assassiner le prince d'Ithaque. Qu'est-ce que ça a l'air bien. J'adore. J'ai aussi hyper hâte de le lire. Peut-être que ce sera lui ma prochaine lecture. Il y a le point des tempêtes. Je ne sais pas. Bref. Donc voilà pour la partie book haul de cette vidéo. J'ai acheté pas mal de livres. Ça arrive. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Du côté de mes lectures du mois de février, je vais vous inviter à aller regarder la vidéo précédente si ça vous intéresse. Mais j'ai lu 7 graphiques. J'en ai fait une vidéo en fait. Je vais pas vous en faire les résumés et tout ça puisqu'en fait je l'ai fait dans ma vidéo précédente et il y a mes avis avec. Le tome 1 des carnets de l'apothicaire. Le tome 1 de Blue Flag, le tome 1 de Orange, ça c'est les mangas. Au niveau des bandes dessinées, j'ai lu le tome 1 de Elle, le tome 1 de Dans les yeux de Lia, le tome 1 de Lou et le tome 1 des carnets de cerises. Gros coup de cœur. Si vous n'avez pas lu cette BD, tellement poétique, j'adorais. Donc voilà, encore une fois, je vous mettrai le lien de ma vidéo précédente en barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir mes avis sur tous ces graphiques. Il faudrait que je m'attaque au chapitrage, je vais essayer de le faire dans les prochains jours. À part du coup ces graphiques, j'ai aussi lu du roman un petit peu, pas non plus énormément, mais j'ai quand même lu cette petite brique, donc Fourth Wing de Rebecca Yarros, publiée aux éditions Hugo dans leur collection Romantasy. Donc Fourth Wings, vous l'avez sûrement vu passer partout, lui aussi, mais je vais vous en parler quand même un petit peu. Dans Fourth Wings, on suit Violette Sorengai qui est destinée à devenir une cavalière. Les cavaliers, ce sont ceux qui chevauchent les dragons. Oui, rien que ça, ils ne chevauchent pas des chevaux. Elle est destinée à être cavalière, cependant à la toute base, elle se destinait à être scribe, puisque Violette, elle a quelques petits problèmes de fragilité de corps, c'est-à-dire que elle a les os qui peuvent se briser très facilement, donc aller à l'académie où on apprend à être soldat, c'était pas trop sa destinée de base. Mais sa mère étant la générale des armées, elle refuse que sa fille ne soit que scribe et elle décide que son destin c'est d'être dragonnière. Dragonnière tu seras ma fille, pas le choix. Tu risques de mourir pendant ton apprentissage? Rien à faire, tu seras dragonnière ou tu seras morte, tu ne seras pas autre chose. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu cette façon de voir là qu'elle a la générale Sorengai. Du coup voilà, Violette elle se retrouve obligée d'aller à l'académie de Basgat et donc d'intégrer l'académie des dragonniers. Il y a donc cette école, l'académie, ils ont pas des dragons tout de suite, ils ont d'abord plusieurs mois d'école, ensuite ils sont présentés aux dragons, les dragons choisissent leurs cavaliers etc. Donc tous les cavaliers ne sont pas choisis parce qu'il y a plus de cavaliers que de dragons, mais en fait la compétition fait rage au sein de l'école pour être présentée aux dragons, donc en plus il y a des élèves qui s'entretuent, tout ça, on peut te briser le cou pendant la leçon de judo genre, enfin c'est pas du judo qu'ils font mais bref vous avez compris. C'est un petit peu dangereux comme endroit, Violette elle est pas hyper rassurée mais bon même si ses chances de survie elles sont très réduites, il va falloir essayer de survivre. Le truc c'est que en plus au sein de l'académie, il y a les anciens enfants de rebelles. La rébellion a été étouffée 6-7 ans auparavant je crois. Et en fait les enfants des rebelles, ils ont été obligés d'intégrer cette caste là au sein de l'académie. Puisque bah, c'est la caste de mourir, hein, on va se le dire franchement. Et au sein du coup de l'académie, il y a le fils du chef de la rébellion, Xaden, qui déteste en fait les Sorengai et tout ce qu'ils représentent, et qui a pour ferme intention de tuer Violette tout simplement. Alors il n'y a pas que lui mais Xaden particulièrement, la petite Violette, il a pas l'intention qu'elle survive bien longtemps à l'école genre pas du tout. Donc voilà, elle va se retrouver là-dedans, la petite Violette, à essayer de survivre déjà au danger, enfin genre par elle-même quoi, sans que des personnes extérieures ne viennent influer sur ça. Mais du coup elle va aussi devoir échapper à des gens qui ont pas très envie qu'elle vive, même qui ont plutôt envie de la zigouiller. Il va falloir survivre aux dragons, il va falloir survivre aux entraînements, qu'elle ne se brise pas tous les os, qu'elle réussisse les examens. Beaucoup de choses pour cette pauvre Violette. Le personnage de Violette justement, mais girl power à fond, j'ai kiffé ce personnage franchement. C'est une femme forte, c'est une femme indépendante, elle sait ce qu'elle veut, elle s'accroche pour ce qu'elle veut et elle veut absolument réussir malgré les difficultés qui s'imposent à elle, notamment au niveau physique par rapport à son corps ne résiste pas beaucoup et elle est badass quoi, trop forte, une force de la nature. Et
On a après aussi le personnage de Xaden, le ténébreux. On a les dragons, l'ambiance est franchement plutôt bien faite. Les lieux sont bien décrits, on s'y imagine bien. J'ai bien aimé aussi la relation que les dragons entretiennent avec leurs dragonniers, le fait qu'on puisse avoir leur conversation. C'est hyper chouette, hyper intéressant. On a une intrigue politique qui se développe, qu'on voit pas forcément venir, hein. Un petit peu de plot twist. Moi j'ai pas vu venir la fin, il y en a qui l'ont vu venir apparemment, mais après si vous connaissez mes vidéos, vous savez que moi je vois jamais venir les fins. Je me laisse bercer, je me laisse porter, et puis on verra. Et voilà, franchement très bien fait, j'ai beaucoup aimé ma lecture et j'ai assez hâte que le tome 2 sorte pour continuer cette histoire tout simplement. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Pas grand chose. Du coup comme je vous disais tout à l'heure, là je suis actuellement dans la lecture du tome 3 de la saga des saisons de Morgane Moncombe, donc Un printemps pour te succomber. Et est-ce que j'ai lu d'autres choses? Oui! Et ce mois-ci j'ai également lu le tome 2 de Twin Crowns, donc là c'est Cursed Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber, publié aux éditions Bayard. Et j'ai plutôt aimé la suite de ce livre, même s'il y a certaines choses que je trouve pas forcément nécessaires au niveau parfois des romances entre les personnages, même si je comprends pourquoi c'est là, mais il y a des fois c'est un peu trop. Le tome, j'ai bien aimé le développement en fait qui continue de Rose et de Ren / Vren, je ne sais toujours pas comment on dit, veuillez m'excuser. Je vais pas bien sûr vous résumer le tome 2, mais je peux vous résumer le tome 1. Je vais vous lire en fait le résumé du tome 1. Vren Greyrock s'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Eanna. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose Valart, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance, où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir? Voilà, ça c'est le résumé du tome 1. J'ai bien aimé qu'on voit, qu'on continue en fait à développer le personnage de Rose et le personnage de Vren, même si les deux restent avec des traits de caractère qu'on leur retrouve dans le tome 1. Hein. Vren, l'imprévisible, têtu, et puis Rose qui essaye de tout concilier, de faire que les choses conviennent à tout le monde. Hein, c'est l'attitude en même temps pour devenir reine qu'on lui enseignait quand elle était petite. Et puis voilà, on découvre dans ce tome 2 le royaume de Gevra, donc en fait le royaume duquel est issu le fiancé de Rose dans le tome 1. On en apprend un peu plus sur les sorcières, sur la malédiction dont il est question dans le tome 1. Voilà, on a le développement des personnages, on a aussi un gros développement autour du personnage de Shen, qui est un des personnages secondaires, mais voilà, qui développe de nouvelles choses dans ce livre là. Et voilà, c'était pas une lecture coup de cœur, mais c'était une lecture très plaisante que j'ai quand même beaucoup appréciée. Et voilà, je n'ai pas beaucoup plus lu que ça, donc en fait j'ai lu 2 romans et 7 graphiques, ce qui commence quand même à faire, et 2 tiers d'un autre roman, mais il est pas fini, donc je peux pas vous le présenter dans cette vidéo comme terminé. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez lu vous ce mois-ci, est-ce que vous avez acheté, surtout donnez-moi envie d'acheter plus de livres. Mon copain n'est pas là donc il ne m'entend pas parler. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne. Ciao!